Voilà. Et j'ai ajouté un petit sous-titre qui était soigner alors son sommeil, parce qu'on va plutôt effectivement axer les choses sur le sommeil, puisque à l'INSU, on est là pour ça, par auto-hypnose. Auto-hypnose, hypnose, hein, c'est vraiment la même chose, avec des méthodes qui peuvent différer, mais d'un point de vue du phénomène, c'est tout à fait identique. Alors, c'est intéressant de savoir voilà, de quoi parle-t-on. Ben, il s'agit en fait d'une pratique adossée à la médecine de façon très, très ancienne, et notamment à travers toutes les techniques de suggestion et d'autosuggestion. Alors, bon, on ne va pas faire un panorama complet, mais c'est intéressant de voir l'évolution justement de l'hypnose ou de la suggestion à travers l'histoire de la médecine. Imhotep, qui était le grand architecte, mais aussi à qui on attribue la paternité de la médecine égyptienne, dans le papyrus Hébert qui lui est attribué, mais qui aurait été écrit en fait 1000 ans après son existence, eh bien, il est déjà question de guérison par autosuggestion. Et puis, c'est des choses après qu'on voit se reproduire dans la Grèce antique. Enfin, il y a quantité de civilisations, effectivement, qui font état dans les écrits de l'autosuggestion pour la guérison, et souvent pour la guérison d'états psychiques, de cauchemars, enfin, de ce qui pouvait concerner l'esprit. Dans la médecine égyptienne, et il y avait quasiment un médecin pour chaque organe. Vous aviez le médecin des yeux, le médecin et puis tout ce qui était de l'ordre de l'esprit, c'était plutôt les philosophes ou le clergé, hein, les religieux qui en avaient la charge, on va dire. Voilà. Alors, on passe après au XVIe siècle avec Paracelse qui, en fait, lui, commence à parler de traitement par le magnétisme, et par le magnétisme sur des plaies, où il voit, effectivement, il constate, enfin, il indique qu'il est possible, par magnétisme, parce qu'on appelait à l'époque le magnétisme, guérir de cette façon. Et un des médecins par la suite, à partir du XVIIIe siècle, où il y a vraiment là des écrits, des travaux qui sont faits sur ce qu'on appelait à l'époque le magnétisme animal. L'idée était qu'il s'agissait de quelque chose de naturel, mais de quelque chose qui finalement était existant et induit dans l'environnement. Et Mesmer, qui était un médecin autrichien qui est venu exercer en France, faisait comme ça des séances de magnétisme. Alors, il y avait des tables avec des personnes qui se tenaient, ou alors il y avait son baquet, il avait créé une espèce de baquet avec des grands trucs en fer et qu'on tenait, et les personnes tenaient ça et entraient en transe, et faisaient même de grandes crises extrêmement expressives à ce moment-là. Le problème avec Mesmer, c'est que bon, certes, c'était un médecin, certes, au départ, l'idée, c'était la guérison d'un certain nombre de troubles, mais c'était aussi quelqu'un qui, semble-t-il, aimait l'argent. Et finalement, ce qui a pris le pas sur le soin, c'est un phénomène de société. On allait voir Mesmer parce qu'il fallait aller voir Mesmer et faire, comme on va faire tourner les tables, faire effectivement du magnétisme animal. Le magnétisme animal, pourquoi animal? Parce que extérieur à l'humain, hein, et le magnétisme animal, c'était quelque chose donc de tout à fait extérieur à l'humain. Et c'est après, un petit peu plus tard, que l'idée qu'il s'agit de quelque chose qui est vraiment très personnel au sujet, que le sujet est à la source de l'état hypnotique, petit à petit vient s'imposer et finalement rejoint les idées d'autosuggestion, de soins par soi-même de l'Antiquité, et qu'il ne s'agit absolument pas d'un fluide extérieur, mais qu'il s'agit d'un processus qui est existant et qui existe en chacun d'entre nous. Enfin, chacun d'entre nous, tout le monde n'a pas toujours été d'accord là-dessus, mais en tout cas, il s'agit d'un état neurologique qui est personnel.
Alors, une pratique qui a fini par être reconnue, hein, moi je reste dans le domaine de médical, qui a fini par être reconnue par l'Académie de médecine. Il y a eu, dès le 19e siècle, enfin même le 18e siècle, hein, déjà, avant la Révolution française, des premiers rapports, pardon, les premiers rapports qui, là, ont été défavorables au fait d'intégrer le soin par l'hypnose en médecine. Et puis, le professeur Husson, qui était quelqu'un d'extrêmement sceptique hein, par rapport à la pratique de l'hypnose pour soigner, en fait, a fait un rapport qui était favorable, c'est-à-dire qu'ayant constaté par lui-même qu'un certain nombre de troubles, et notamment des douleurs, hein, étaient traités par l'hypnose, eh bien, petit à petit, l'idée s'est imposée et finalement, l'Académie des sciences et de la médecine, en fait, a intégré la pratique de l'hypnose, mais en souhaitant, alors c'est intéressant hein, de noter ça au 19e siècle, hein, au début du 19e, en souhaitant que ça reste une pratique intégrée à la médecine. Bon, là, tout le monde, effectivement, se rendant bien compte dans la pratique que le processus hypnotique était effectivement, j'allais dire, accessible à tous. Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et de tout temps, on en a fait effectivement quelque chose qui pouvait aider et soigner, mais aussi quelque chose qui pouvait manipuler. Il y a d'ailleurs, enfin, Mesmer, le magnétiseur, qui a tellement de succès, qui est un Canadien, qui est psychologue à l'origine et qui fait des séances tout à fait spectaculaires, bien sûr, utilise l'hypnose et la suggestion d'une façon différente de la façon dont on l'utilise en médecine. Ça a toujours existé, puisque l'hypnose étant un processus qui à la fois est universel, mais alors pour des raisons qu'on ignore, favorise la suggestion, c'est quelque chose aussi qui peut favoriser la manipulation. Hein, voilà. C'est d'où la position des médecins depuis longtemps, fait que cette pratique devait être réservée à la médecine. Et puis, on a vu les premiers congrès, notamment l'organisation d'un premier congrès à la fin du 19e, et encore plus récemment, un rapport de l'Académie de médecine qui a indiqué qu'effectivement, un certain nombre de thérapies pouvaient être complémentaires de la médecine allopathique, hein, et il s'agissait de l'acupuncture, l'hypnose et l'ostéopathie, ainsi que le tai chi, qui avaient leur place parmi des ressources de soins complémentaires. En fait, la pratique, hein, je veux dire, est extrêmement, extrêmement variée, la pratique de l'hypnose. On a eu la grande bataille, moi, que je trouve très, très intéressante, entre l'école de la Salpêtrière au début du 20e, fin 19e, début 20e, l'école de la Salpêtrière avec Charcot. Charcot qui pensait que c'était les personnes névrosées, hystériques, qui pouvaient être hypnotisés. Alors que Bernheim, qui a créé l'école de Nancy, avec son copain Liébaud, enfin, qui beaucoup pratiqué l'hypnose pour le soin, eh bien, lui disait que c'était quelque chose de tout à fait universel, à la portée de tous, hein, universel, et que, en fait, ce qui était important dans le processus hypnotique et dans le soin dans le processus hypnotique, c'était la suggestion. La suggestion qui d'ailleurs peut tout à fait exister en dehors de toute pratique de l'hypnose. Ça fait partie de l'esprit humain, d'être plus ou moins sensible à la suggestion. Et donc, ces écoles ont beaucoup bataillé. In fine, c'est quand même l'école de Nancy qui avait raison, je me permets de dire ça, parce que je ne sais pas si certains pratiquent ou ont pratiqué l'hypnose dans l'Assemblée, là, vous êtes, oui, plusieurs, voilà. Bon. Eh bien, voilà, je ne pense pas plus névrosée que la moyenne. Et donc, non, il y en a que je connais.
Et effectivement, bon, je veux dire, Charcot, c'était extrêmement démonstratif de ce qu'il faisait, mais finalement, ça s'est avéré pas forcément très pertinent. Freud, la psychanalyse, Freud, puis la psychanalyse s'est intéressée à l'hypnose, mais aux deux pratiques d'ailleurs. Et puis par la suite, bon, je passe effectivement toutes les personnes qui ont eu un grand rôle dans la pratique de l'état ou du processus hypnotique, quand même pour dire Schultz, parce qu'on parle on parle de relaxation, mais la relaxation, le training autogène de Schultz, il y a en réalité toute une part de suggestion, hein, et c'est d'ailleurs ce que Schultz propose, on le propose dans l'induction hypnotique de façon extrêmement classique, à savoir vous sentez votre bras qui s'alourdit, etc. Hein, donc c'est quelque chose de tout à fait de l'ordre de l'hypnose. Et puis une école soviétique qu'on ne connaît pas bien, hein, c'est Pavlov notamment, Chertok, psychanalyste, hein, vraiment qui a toujours parmi les écoles de psychanalyse, souhaité maintenir le lien avec la pratique de l'hypnose. Et François Roustan, je ne sais pas si certains l'ont connu, qui est décédé il y a quelques années, enfin il n'y a pas très longtemps, qui était un personnage assez extraordinaire, psychanalyste, qui à un moment donné a arrêté la pratique de la psychanalyse de façon classique et justement a réintroduit en psychanalyse la pratique de l'hypnose, à partir d'un livre qui a été un livre un peu charnière, dont rien que le titre est intéressant, puisque ça s'appelle « La fin de la plainte ». Et c'était un psychanalyste pratiquant l'hypnose extrêmement important. J'ai mis un petit peu à part Milton Erickson parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vraiment a travaillé avec une forme d'hypnose qui lui était tout à fait propre. Et il y a des personnes qui se réclament de cette forme d'hypnose-là, qui est une hypnose, en fait, soit conversationnelle, soit comment dire, très liée à la vie de la personne. Combien? Oui, c'est bien. Je pensais rattraper le temps. Voilà. Mais il faut voir que c'est comment dire, c'est souvent une hypnose qui est une hypnose dans la psychothérapie, donc qui s'adresse beaucoup à un travail de psychothérapie que l'hypnose ericksonienne. Mais tout ça est intéressant et en réalité, les phénomènes sont les mêmes. Parce que de quoi parle-t-on? Eh bien, d'une pratique qui est en réalité, ça, c'est mon point de vue, athéorique. Hein. C'est-à-dire que les théories qu'on construit sur l'hypnose, peut-être que ça aide les théoriciens à travailler, mais en réalité, quand on lit la définition de l'Association psychiatrique américaine, un état de conscience impliquant une attention focalisée et une moindre sensibilité à l'environnement, caractérisée par une capacité accrue de réponse à la suggestion. C'est vraiment la définition la plus simple qui soit, et c'est celle qui convient à toutes les approches, hein, vraiment. Et donc là, bon, je l'ai prise dans le rapport de l'INSERM de 2015, et en fait, les travaux d'ailleurs sur l'hypnose sont des travaux qui sont des travaux sur le phénomène hypnose, hein, c'est-à-dire sur, par exemple, la présentation qu'aura quelqu'un en processus hypnotique, très souvent, si c'est induit par, auto-induit ou induit par quelqu'un de l'extérieur, il y a une position assez figée, souvent le visage est très lisse, il peut y avoir des mouvements d'yeux sous les paupières quand les yeux sont fermés, mais ça peut être aussi, quelqu'un qui est en train de marcher et qui a son esprit qui navigue, a son esprit qui est dans une réflexion un petit peu flottante, par exemple, ou quelqu'un qui conduit et qui, à un moment donné, se dit « Tiens, je suis là », qui a eu une conduite automatique et dont l'esprit a vagabondé. Et on voit bien, on sent bien à ce moment-là la relation au temps
qui est modifié d'ailleurs dans les séances d'hypnose, hein, que ce soit d'auto-hypnose ou induite par un thérapeute. Il y a vraiment très souvent des personnes qui disent oh, déjà, sont restées assez longtemps en transe hypnotique. Il y a des recherches, bien sûr, en électroencéphalographie, donc en neurophysiologie, des recherches aussi en imagerie fonctionnelle pour comprendre comment ça fonctionne, mais ces recherches-là, notamment en imagerie, et les comparer d'ailleurs à ce qui se fait, à ce qu'on peut objectiver, par exemple, en pleine conscience, pardon, je ne veux plus le mot, en pleine conscience, hein, il y a quelque chose d'extrêmement proche. Il y a des études qui montrent des choses extrêmement identiques, d'autres études qui montrent des différences. J'ai rien fait. Ah. Qui montrent des différences, mais il faut bien comprendre que ces recherches ne sont pas là pour prouver que ça marche, elles sont là pour comprendre les états, la différence entre les différents états et les différents états de conscience. Donc, voyez, on est dans ce type de démarche-là dans les milieux scientifiques. Il y a des études, bien sûr, pour montrer que ça marche. J'en ai préparé quelques-unes, mais je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de les montrer. Et puis, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant de mon point de vue, parce que c'est des études quand même à très bas niveau de preuve, compte tenu des difficultés de mettre en œuvre des protocoles qui répondent aux critères de la médecine par l'épreuve. Hein. C'est déjà les groupes contrôle, c'est très très difficile. Quand on sait, si on compare, j'ai fait une étude où on comparait avec de la relaxation, ça n'a rien donné parce que la relaxation c'est déjà quelque chose d'extrêmement suggestif. Enfin voilà, donc c'est assez compliqué et en fait, je pense qu'il faut vraiment s'en tenir à la pratique et s'en tenir à ce qui va soulager, soigner et soulager en fonction des situations dans lesquelles on est. Là où c'est peut-être le plus avancé, c'est dans un domaine que moi je ne connais pas bien, qui est celui de la douleur, où effectivement l'imagerie a montré comment des variations de ressenti de douleur correspondaient aussi à des zones du cerveau qui variaient. Mais on est encore dans la phénoménologie. Donc, pour avancer, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui est bien de ressentir, hein, je veux dire, dans l'hypnose, auto-hypnose ou l'hypnose faite avec un thérapeute, eh bien, il y a une période, en fait, qu'on appellera l'absorption. Donc, c'est le moment où on va se focaliser sur quelque chose et on va laisser son attention vraiment se focaliser en même temps qu'on va se relaxer. Se relaxer d'ailleurs aussi bien au niveau de l'esprit que du corps. Et puis, après, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de dissociation. Alors, je dirais qu'il faut un peu le vivre pour voir ce que c'est. Le phénomène de dissociation qui est une certaine façon de finalement ne plus être, vous savez, dans ce commentaire permanent qu'on est, hein, je veux dire, notre monologue intérieur qui commente, là, moi je suis en train de me dire, tiens, est-ce que je vais avoir le temps, tout en vous parlant, eh bien, ce phénomène-là, il passe un peu au second plan, puisqu'on se laisse effectivement absorber par son ressenti. Et la suggestibilité, hein, qui est cette tendance à se conformer à des instructions. En hypnose, on a un jugement critique qui est atténué, hein, ça a été effectivement étudié, on a un jugement critique qui est atténué et que ce soit de l'autosuggestion ou de la suggestion de l'extérieur, on sera effectivement plus réceptif à la suggestion pendant ce processus. J'appuie où? L'hypnose a été appliquée à beaucoup de troubles du sommeil, principalement à l'insomnie et puis à certaines parasomnies, notamment le somnambulisme. C'est quand même le plus souvent sur l'insomnie qu'il y a eu des études de cas ou des études de série. Hein. Souvent combinées d'ailleurs à la TCC, hein, dire les études finalement sur hypnothérapie et insomnie, c'est souvent des études combinées et souvent surtout sur les problèmes d'endormissement et de réendormissement. Je passe vite
pour, effectivement, là c'est pareil, c'est chez des jeunes, hein, avec une très très bonne, un très bon résultat d'un point de vue justement je veux dire, du raccourcissement du temps d'endormissement, mais les études sont quand même pas très fréquentes. Alors ça, c'est mon ordinateur qui a fait cette diapo, qu'il a présenté comme ça, mais après tout, c'est peut-être pas si mal. Je veux dire, il faut quand même voir que dans l'hypnothérapie de l'insomnie, il y a une dimension de relaxation, et d'ailleurs, moi, souvent, j'appelle ça l'hypno-relaxation, surtout quand on l'induit par soi-même, une diminution de l'activation sympathique, ça on nous en a parlé déjà tout à l'heure, et puis on va visualiser et on va utiliser ce qu'on appelle des métaphores, c'est-à-dire un certain nombre d'images qui nous suggéreront un certain nombre de choses. La métaphore, c'est quelque chose qui marche assez bien parce que, en fait, notre esprit fonctionne tout le temps en métaphore. Je vais tomber de sommeil, par exemple. Pouf, vous voyez, et donc, on va se construire tous. Alors déjà, une façon d'induire notre hypnose, et ça, ce sera fonction de la sensibilité qu'on a de nos 5 sens. Pour certains, pour beaucoup de personnes, ce sera très, très visuel. Pour d'autres, ce sera plutôt auditif. Pour d'autres, ce sera plutôt synesthésique, c'est-à-dire un ressenti intérieur. Et donc, là, il y a un petit exercice qu'on ne va pas avoir le temps de faire, malheureusement, mais je pense qu'il est derrière. Voilà. Par exemple, pour rechercher un petit peu son canal de sensibilité, c'est alors de s'installer bien, vous pouvez le faire, et puis avec les yeux ouverts, de regarder autour de vous, voilà, ce qu'il y a, 5 objets ou 5, voilà, la tête, l'écran, bon. Et puis, après de fermer les yeux, et ça, c'est pas toujours facile, voir ce que vous entendez, donc ma voix, par exemple, un bruit de fond, un chuchotement, voilà, comme ça, hein. Et puis, toujours les yeux fermés, ressentir intérieurement ce qui vous est le plus évident. Alors, ça peut être quelque chose intérieur à votre corps, ça peut être dans votre bouche, par exemple, la position de votre langue, la façon dont la limite entre votre langue et l'arc dentaire, ça peut être votre positionnement du dos ou de la nuque par rapport à votre fauteuil. Et donc là, ce qui est le plus facile pour vous, ça peut être pour vous le bon canal pour démarrer une auto-hypnose. Alors, revenez. On peut s'aider, alors ça, moi j'aime bien ces images-là, on peut s'aider. Moi j'ai travaillé avec des patients et notamment des jeunes qui avaient des troubles psychotiques avec des images comme ça. Regardez, si vous fixez l'image, pour ceux qui sont assez visuels, vous allez avoir une image, vous voyez, qui se modifie. Hein. Oui? Pas forcément, hein, c'est pas du tout obligé. Hein. Rien n'est obligé en hypnose, tout est suggéré. Voilà, et celle-là est pas mal non plus. Si vous la regardez bien, ça tourne, hein. Donc, on peut s'aider avec ces outils. Vous pouvez chercher vos propres outils pour ça, si vous avez effectivement très, très visuel. Et ça, je veux dire, c'est à partir des premiers médecins, en fait, disons, après Mesmer, hein, plutôt Braid, où justement, ils ont bien compris que le visuel, et il y avait le pendule, vous voyez, le visuel était quelque chose d'assez facile pour induire l'hypnose. Et puis après, ou avant, en préparant sa séance, eh bien, on va s'interroger sur qu'est-ce qui va parler à notre esprit pour justement suggérer ce qu'on souhaite suggérer. Et là, il y a une étude, une seule, malheureusement, qui est assez intéressante par rapport à ça, parce que ce qu'on s'auto-suggère ou ce qu'on se suggère a plus ou moins d'effet, notamment sur le sommeil. Là, il s'agit d'une étude, en fait, qui a pris un petit groupe de personnes saines, sans troubles, sans insomnie, sans rien, qui a fait une induction avec une cassette qu'on écoutait pendant un temps de sieste. Voilà. Et donc, ces personnes, elles étaient séparées en plusieurs groupes. Un groupe où la cassette
leur parler un texte genre Wikipédia, vous savez, sur la sédimentation des sédiments, enfin bon, quelque chose d'extrêmement neutre, voilà. Un texte où les personnes flottaient à la surface de l'eau, se sentaient bien en flottant, etc. Et puis, un texte où les personnes descendaient un petit peu, je veux dire, comme on fait quand on est comment dire, en plongée en palme, vous voyez, c'est-à-dire que suivez les poissons et allez de plus en plus profond, de plus en plus profond, de plus en plus profond. Et le résultat de cette étude, c'est que c'est la suggestion, dire, du plus profond, qui a eu le plus d'effet en augmentant de façon significative les ondes lentes du cerveau pendant cette période de sieste. Alors, bon, c'est une étude, hein, je veux dire, Marie-Françoise va me dire c'est compris. Mais je trouve que c'est intéressant parce que voilà, choisissons chacun, effectivement, je veux dire, ce qui, d'un point de vue métaphorique, va parler à notre psychologie, à notre esprit, et à ce moment-là, on se met dans le bien-être. Alors après, en fonction des uns et des autres, ça pourra être descendre par un escalier vers un lieu magnifique, ça pourra être au bord de l'eau, etc. Enfin bon, là, si vous voulez, il y a quantité d'images. Allez les chercher parce que c'est vraiment quelque chose bon, on n'est pas obligé d'avoir plein d'imagination. Hein, je veux dire, l'imagination, c'est aussi quelque chose qui peut nous être apporté par d'autres et ça peut nous servir à chacun. Voilà, penser, mettre ses pensées sur les nuages, ça ce sera plutôt pour des personnes qui ont tendance à toujours tourner dans leur tête, vous voyez, des choses et puis qui ont besoin de faire échapper leurs pensées et à ce moment-là de se centrer plus sur un ressenti intérieur. Voilà, bah écoute, je suis dans les temps, hein, cher ami. Alors, il y a un petit bouquin, moi, que j'aime bien. Hein. C'est le livre de Pascal Chamy, qui est quelqu'un qui fait des formations sur l'auto-hypnose, qui a pas mal travaillé avec l'association, la FEHM, l'association d'hypnose médicale qui assure le DU à la Salpêtrière, le TO d'hypnose médicale à la Salpêtrière. Et puis voilà, je me suis permis de mettre aussi mon petit bouquin qui coûte 9 €. Il ne me rapporte rien, hein, donc je ne sais pas, est-ce que c'est un lien d'intérêt ou pas, peut-être, c'est à vous d'en juger. Hein, voilà. Où en fait, je raconte, enfin bon, voilà, à travers des cas de patients, c'est mon expérience. Alors, quelquefois articulé à la TCC, quelquefois pas, quelquefois plus dans la psychothérapie, quelquefois plus dans, effectivement, l'intervention ponctuelle sur un problème de sommeil. Voilà.